Vous m'avez fait l'honneur de m'inviter dans cette émission. Néanmoins, je pense que vous avez fait une erreur en m'invitant. Si vous voulez me laisser oui, mais vous parlez gentiment beaucoup terminer. et vous dites des choses incroyables Oui, et d'une simplicité biblique. je dis des choses qui ne sont pas à la télévision tous les jours, comme ce que vous avez dit. Et c'est pour ça que ça peut prendre... Salut à tous. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo pour soutenir mon travail. Au sommaire aujourd'hui, Michel Colomb explose ce que les puissances occidentales cachent derrière leur guerre et leur discours de propagande. Sébastien Lecornu s'en prend à la LFI sur la possible complicité de la France à Gaza. Pour finir, Arthur recadre Pascal Praud qui accuse les musulmans d'être antisémites. Une séquence complètement surréaliste à ne pas manquer à la fin de la vidéo. On commence avec une séquence culte qui, vous allez le voir, est toujours d'actualité aujourd'hui. Invité sur le plateau de Ce soir ou jamais sur France 3 pour parler de la guerre en Libye, le journaliste belge Michel Colomb va éteindre le plateau en démontant point par point la propagande guerrière occidentale. Regardez, Fange. Et il faut, je pense, qui dans cette salle peut prétendre savoir tout ce qui se passe maintenant en Libye et avoir les preuves de tout ce qu'on nous a avancé? Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que 2 navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda ou toutes sortes de choses qui se sont avérées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole de l'OTAN. Il a dit « Ah non, non, on n'a pas dit ça, c'était faux ». L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent en fait d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. Je pense que ce serait important de prendre du recul, comme on vient de le faire, de remettre ça dans un contexte. Et justement, puisque vous m'avez fait l'honneur de m'inviter dans cette émission, qui est assez exceptionnelle, néanmoins, je pense que vous avez fait une erreur en m'invitant, parce que quand j'entends toutes ces choses-là, je me sens un peu un idiot. Ça fait déjà 10 fois qu'on m'explique la différence entre un bon arabe et un mauvais arabe, et je dois être idiot parce que j'ai toujours pas compris. Quel est le critère pour l'Europe, pour les États-Unis, pour distinguer le bon arabe et le mauvais arabe? Si on songe naïvement, par exemple, c'est là où on organise des élections. Alors dans le monde arabe, il n'y en a pas beaucoup, effectivement, mais il y en a eu une, c'était en Palestine. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le Hamas a eu 56%. Le cher président palestinien non élu ou pas réélu, qui est l'ami de l'Europe et des États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a destitué le Premier ministre qui avait 56% et il a nommé un type qui en avait 2%. Alors là, on se dit, bon, ça c'est un mauvais arabe, il ne respecte pas les élections. Non, c'est lui le bon arabe et ceux qu'on a bombardés, c'est les Palestiniens parce qu'ils avaient mal voté. Alors on peut essayer de trouver un autre critère. On peut dire par exemple, c'est la question des femmes. Et là, on peut dire, oui, le Hamas sur la question des femmes, pas excellent. Mais je me souviens, pour avoir été en Irak, justement, pour voir les conséquences sur la population civile des bombes que votre camp avait lancées. Je me souviens qu'en Irak, il y avait peut-être beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais il y avait une éducation et des soins de santé formidables. Et j'ai vu des femmes dans des ministères qui commandaient à des hommes et tout le monde trouvait ça normal. Comparé maintenant, donc, je me suis dit, ça c'est des bons Arabes. Non. Les Irakiens, vous vous souvenez, Madeleine Albright disait, est-ce que ça vaut la peine que 500 000 enfants irakiens soient morts à cause du blocus et de l'embargo appliqué par les gens que vous admirez, les États-Unis, la France, etc. Elle a répondu oui. Donc les Irakiens qui avaient émancipé la femme, ce n'étaient pas les bons Arabes. Les bons Arabes, c'est par exemple l'Arabie Saoudite, où il est interdit à une femme d'aller, de faire des études, de voyager, d'aller à l'hôpital sans son mari, etc. Eh bien, je voudrais, mais je ne vais pas vous interrompre, mais je voudrais continuer ce point pour montrer qu'on est complètement dans l'hypocrisie et dans le 2 poids et 2 mesures. Si vous prenez un autre critère, par exemple le terrorisme, en principe, un bon arabe, ça va être quelqu'un qui ne fait pas d'attentat. Pas de chance, il y a un certain Ben Laden qui a fait des attentats contre un gouvernement en Afghanistan sur lesquels on pouvait dire des choses, mais qui avait émancipé les femmes.
Et là, on a, Ben Laden, mauvais arabe. Alors, ah non. Le gouvernement dont vous parlez, celui de Najibullah, qui était soutenu par les soviétiques. Exactement, dans les années 80 en Afghanistan. Et donc, on va dire Ben Laden, il fait des attentats, c'est un mauvais arabe. Ah non, il est aidé, financé par M. Carter, Brzezinski, etc. À l'époque. Donc, on dit Ben Laden, mauvais arabe. Bon arabe, puisqu'il fait des attentats financés par les États-Unis. Malheureusement, après, il fait les mêmes attentats contre les États-Unis. Et donc, le bon arabe devient un mauvais arabe. Si on prend maintenant la question actuelle, la question de la violence et de la répression, on nous dit Kadhafi a tiré sur les civils. On attend les preuves. On nous dit qu'il y a 6 000 morts, puis c'est 2 000, puis c'est 200, puis etc. Je pense qu'il est impossible dans ce genre de situation. Les gens qui disent qu'ils ont un chiffre précis, c'est pour moi des charlatans. Mais de toute façon, il y a toute une série de satellites qui ont indiqué que ce n'était pas prouvé. En tout cas, on ne les voit pas à la télévision, ça c'est sûr. Voilà, et on n'a pas ces choses, donc on le répète, on passe en boucle. Il faut se souvenir qu'il y a eu des médias mensonges avant. Il faut quand même se souvenir qu'avec Google maintenant, si je veux voir dans votre jardin la couleur de vos chaussures, je peux. Et les États-Unis ne seraient pas capables de nous montrer les massacres de 6 000 personnes qui ont eu lieu. Michel Collomb, vous savez bien que quand vous regardez sur Google dans mon jardin, c'est il y a 6 mois que vous voyez mon jardin. Non, c'est il y a 1 heure. Non, ça a changé alors. Ouais, parce que ça a changé. J'ai regardé récemment mon jardin, c'était il y a 6 mois. Juste un point pour conclure ce raisonnement par rapport justement à ça. Admettons même que Kadhafi ait fait des choses. C'est certainement pas un tendre et c'est pas mon modèle de dirigeant pour un pays du tiers-monde. Mais il y a une chose quand même. Au moment où on fait cette résolution pour aller bombarder en Libye, et j'ai été en Irak, j'ai été en Yougoslavie, je sais ce que font les bombes, et vos bombes françaises, vos bombes des États-Unis vont tuer des gens, des femmes, des bébés et des vieillards. Et ça, dans quelques jours, on va le voir, et il faudra réfléchir à la responsabilité qu'on prend. Au même moment, qu'est-ce qui se passe au Yémen? Il y a des massacres épouvantables de manifestants civils qui, ceux-là, sont vraiment désarmés. Et qu'est-ce qu'on fait? Les États-Unis et la France aident le Yémen. Il se passe au Bahreïn des choses épouvantables où on tire directement sur des manifestants désarmés. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont les États-Unis qui l'ont organisé en envoyant 2000 Saoudiens pour aller tirer sur les manifestants désarmés. Alors je m'excuse, si on veut changer de régime, si on veut mettre fin à certaines dictatures, eh bien je peux fournir à M. Sarkozy et à Obama l'adresse où se trouve le roi Fahd, et ils n'ont qu'à commencer par celui-là. Seulement, évidemment, celui-là, c'est leur ami, il leur dit merci. Et le bon arabe, finalement, dans toute cette définition, c'est l'arabe qui est à genoux, qui donne son pétrole aux États-Unis. Et celui-là, il pourra traiter les femmes en esclaves, commettre des tortures, du terrorisme. Celui-là, on ne lui fera rien, parce qu'il dira toujours merci aux États-Unis et à M. Sarkozy. Bah ouais. Mais de toute manière, tunisienne violence contre Ben Ali, en disant on en a marre que ce type se remplit les poches et de sa répression et de ses violences, à ce moment-là, que fait votre ministre? Elle propose ses flics pour aller aider à matraquer les manifestants. Si vous voulez me faire dire que le gouvernement et Ben français... Ali, la France, je m'excuse, l'a protégé jusqu'au pied de l'avion qui l'emmenait. Et là, tout d'un coup, vous me dites que toucher... est allé trop loin. Kadhafi est allé trop loin. Je vous laisserai parler, mais si vous voulez me laisser gentiment terminer. Et vous dites des choses incroyables et d'une simplicité biblique. Je dis des choses qui ne sont pas à la télévision tous les jours, comme ce que vous avez dit. Et c'est pour ça que ça peut prendre... On ira plus vite si on ne va pas ensemble. Et c'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps pour que ça puisse être expliqué aux gens. Après tout, ce sont des choses qu'on ne dit absolument pas dans les journaux télévisés. Donc je voudrais quand même dire une chose. Votre gouvernement qui protège... Mais c'est aussi le vôtre, en fait. Il est belge. Ah, vous êtes belge. Pardonnez-moi, j'ai dit je suis belge, personne n'est parfait. Et si on veut aller au fond, si on veut aller au fond des choses... si vous ne coupez pas, je pense que le spectateur aura plus de chances de se faire une idée des deux positions. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Regardez les faits. À chaque fois que les États-Unis débarquent pour rétablir la démocratie, on trouve du pétrole, du gaz ou des ressources stratégiques. Citez-moi une seule guerre américaine qui n'avait pas un intérêt économique derrière. Une seule. Le Vietnam? L'incident du golfe du Tonkin était un mensonge éhonté, avoué des années après. Résultat, des millions de morts. Pour rien. L'Irak, on nous a rabâché pendant des mois qu'il y aurait des armes de destruction massive. Résultat, 0 arme trouvée, un pays détruit et, oh surprise, des contrats pétroliers pour les entreprises occidentales. Il y a des tonnes d'exemples. Vous croyez vraiment que c'est un hasard si tous les pays à libérer se trouvent être assis sur des ressources stratégiques? Du pétrole au Moyen-Orient, du gaz en Méditerranée, des positions géostratégiques. À chaque fois, la fable humanitaire cache un calcul froidement économique. La morale occidentale est terriblement élastique. Un dictateur devient soudain l'homme à abattre dès qu'il cesse de servir nos intérêts. La seule exception qui confirme la règle est la Libye.
Pour une fois, ce n'était pas une histoire de pétrole mais d'ambition. Kadhafi voulait créer une monnaie africaine indépendante pour concurrencer le dollar et l'euro. Les États-Unis et l'Europe sont donc intervenus pour protéger les civils et ont transformé le pays en un État failli. Sarko connaît bien l'histoire et la grille de lecture de Michel Collomb est plus que jamais d'actualité. À Gaza, on a observé la même mécanique. On laisse une situation pourrir en enfermant des gens dans une prison à ciel ouvert pour justifier ensuite une intervention disproportionnée avec au final l'extension des territoires sous contrôle. Mais regardez ce qui se passe quand le conflit s'achève ou quand les preuves de crimes de guerre s'accumulent. C'est la phase du déni plausible et du nettoyage de réputation. Comme en France, où le Premier ministre Sébastien Lecornu, anciennement ministre des Affaires étrangères, affirme « Pas une arme française n'est allée à Tsahal ». C'est le même jeu. On veut garder une apparence de propreté tout en ayant alimenté le conflit. C'est le mensonge qui clôture le mensonge. Regardez, Madame la présidente Panot, votre énergie est bien connue ici et comme avait dit Michel Barnier, j'ai du respect pour vous et je vous le redis. La seule chose que je ne peux pas accepter, vraiment, c'est de dire que la France a participé à un génocide à Gaza. Pas une arme française n'est allée à la destination de Tsahal. Je ne cesse de le répéter depuis 3 ans et vous maintenez ce mensonge. Jamais vous ne faites état de l'action des forces armées lorsqu'elles ont distribué des vivres, des denrées alimentaires, des médicaments aux populations à Gaza. Jamais vous ne faites référence à ce que l'armée française a fait à El Arish, avec notamment ce bateau hôpital, le Dixmude. Jamais vous ne parlez de l'engagement des forces armées dans la Finule, à la frontière, avec notamment des soldats qui ont été blessés. Donc arrêtez de caricaturer et de mentir sur la position de la France, sur un sujet aussi grave et aussi sensible. Arrêtez de remonter les Françaises et les Français les uns contre les autres. Vous avez le droit de vous opposer. Vous avez le droit d'être brutal, vous n'avez pas le droit de mentir sur un sujet aussi grave. C'est une question de dignité. Et c'est pour la République. La France a envoyé les armes en pièces détachées. C'est comme chez Ikea, il n'y a plus qu'à assembler. Ça revient au même au final. Du coup, les dockers des ports de France disent le contraire pourtant. C'est des menteurs eux aussi, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce massacre devant comparaître devant la justice. Comme le Premier ministre, Pedro Sánchez le dit dans cette vidéo. Regardez. Yo digo, acompañar, pero también vigilar, presidente. Acompañar, vigilar, también promover e influir desde Europa, no solamente en esos pasos que tenemos que dar hacia la consolidación de la paz, hacia la solución de los dos estados, sino también hacia la reconstrucción, donde evidentemente España y Europa van a tener que jugar un papel importante. Yo en muchas ocasiones, lo he dicho, no solamente es una cuestión de coherencia y de consistencia por parte del gobierno de España, la defensa del derecho internacional humanitario, como estamos haciendo también en Ucrania, con la defensa del derecho internacional. Y por tanto, el no permitirnos esos dobles estándares que son tan criticados no solamente por nuestras sociedades, sino también por otras sociedades de las llamadas del sur global. Pero a partir de ahí, también tenemos que influir para que todas las soluciones que se den pues sean soluciones conformes al derecho internacional. Y además la paz no puede significar el olvido. No puede significar la impunidad. Hay procesos abiertos ahora mismo en la Corte Netanyahu tiene que responder Internacional. Por lo que ha hecho. Yo creo que aquellas personas que han sido actores principales del genocidio que se ha perpetrado en Gaza, creo que tendrán que responder ante la justicia y por tanto no puede haber impunidad. Mire, yo en un pasado muy remoto, cuando era joven, tuve la oportunidad de trabajar en Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina durante la época de la guerra en Kosovo. Y una cosa es la paz y otra cosa es el que no puede permitirse la impunidad. Por tanto, creo que hay mucha tarea por delante, efectivamente hay muchas incógnitas sobre la gobernanza, sobre su anclaje en el derecho internacional, pero sí que creo que es importante el que se haya cesado la violencia en Gaza y el que abramos una oportunidad para ese diálogo franco entre Israel y Palestina y el reconocimiento de los dos estados. Il a totalement raison. Sans justice et respect du droit international, l'impunité, la colonisation, l'apartheid et l'expulsion des Palestiniens de leur maison continuera. Mais cette justice un jour se fera-t-elle? Quand on sait que le roi du monde, Trump, dirige tout
et qu'il refuse même une solution à 2 États. Regardez. President, I wanted to ask you about your conversations with world leaders today. You said that everybody is unified over your plan, but we heard from President Sisi calling for a two-state solution and independent Palestinians. You're talking about a different plan. I'm talking about something very much different. We're talking about rebuilding Gaza. I'm not talking about single state or double state or two-state. We're talking about the rebuilding of Gaza. What's the road ahead for governing Gaza? Well, we'll have to see. I mean, a lot of people like the one-state solution. Some people like the two-state solution. So we'll have to see. I haven't commented on that. How do you see bridging that gap? Because you have the Arab countries. At some point, I'll decide what I think is right, but I'd be in coordination with other states and other countries. C'est là qu'on comprend que l'ONU et toutes les autres organisations ne sont que des fraudes. Ceux qui dirigent et qui choisissent à la fin sont toujours les États-Unis. En France, il y en a un aussi qui ne voulait pas de cette solution à 2 États, Pascal Praud, qui affirme que la reconnaissance de la Palestine par Macron serait motivée par le fait que les Français d'origine arabo-musulmane seraient antisémites. Même Arthur est choqué et l'a recadré. Regardez. Vous avez une explication sur l'attitude d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous avez une grille de lecture? Écoutez, non. Vous l'avez, vous? Non. Bon, ben voilà. Ah si, j'en ai une. Si, j'en ai une. Je pense qu'il a peur. Mais il a peur en France de soulèvement d'une certaine partie des Français qui sont effectivement d'origine, oui, qui sont des musulmans. Oui, je pense qu'il a peur de ça. Mais dire ça, déjà, ça sous-entendrait que les musulmans sont antisémites, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'il en a peur. Je ne dis pas ça. Je pense qu'il en a peur. Oui, je pense que c'est ça qui le guide. Incroyable ce sous-entendu. Même Arthur, le plus grand défenseur d'Israël, est choqué. C'est pour vous dire la dinguerie. À les entendre parler, c'est les arabo-musulmans qui ont commis la Shoah. Mais comme David Guiraud l'avait si bien dit, c'est pas dans les pays arabes qu'on a mis les juifs dans les trains. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner votre avis dans les commentaires.